Bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. Ici Dominique Arsenault, professeur au département d'Histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels de l'Université de Montréal. Aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse aux genres dans le jeu vidéo. RPG, First-Person Shooter, Metroidvania, stratégie en temps réel, les genres de jeux vidéo, comment ça marche, d'où ça vient, à quoi ça sert au juste, pourquoi les gens débattent-ils autant? On explique les dynamiques autour des genres et on dresse le portrait et l'histoire de plusieurs grands genres du jeu vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Grande Ludothèque. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette émission spéciale sur les genres. Alors, c'est un sujet qui passionne, qui interpelle et qui se retrouve dans à peu près toutes les discussions qu'on peut avoir autour du jeu vidéo. Inévitablement, tôt ou tard, on décrit un jeu, on va dire « Ah, c'est un bon jeu de plateforme, c'est un jeu de plateforme à progression, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'action-aventure. Ah, je dirais que ça ressemble à Diablo. Ah, je dirais que ça ressemble... » Donc, il y a toutes sortes de manières de parler des jeux, et le genre devrait être une façon d'en parler parmi d'autres. Mais ce n'est pas le cas, et on va avoir des débats entre érudits qui vont dire « Est-ce que Zelda est un RPG? Non, c'est un jeu d'action-aventure. Vraiment? Est-ce que c'est un JRPG, un RPG japonais? Le first-person shooter de jadis naguère, à l'époque de Doom, est-ce qu'on est encore dans le même genre de jeux vidéo aujourd'hui quand on regarde des jeux comme Borderlands, Destiny? Et à travers tout ça, d'où vient l'identité d'un genre vidéoludique? Qui décide quels sont les genres acceptables? Donc, on va s'intéresser à tout ça. Je dois dire que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai moi-même fait ma thèse de doctorat sur les genres dans le jeu vidéo. Évidemment, c'est un sujet pour lequel je me sens qualifié et enthousiaste. Ça me fait vraiment plaisir de partager certaines des réflexions que j'ai amenées dans le domaine du jeu vidéo et en même temps d'essayer de faire la mission impossible de dresser un portrait global, général, accessible, le fun, pertinent. Tout ça en même temps, on recule devant rien. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, il n'y aura pas de section sur les questions du public parce qu'en fait, les questions et les réactions que j'ai obtenues en annonçant le sujet de l'émission sur les différents serveurs Discord et communautés de jeux vidéo que je fréquente ont été largement suffisantes pour faire la programmation complète de cette émission-là. Donc, ça va être un filigrane que nous allons suivre pour nous guider à travers ces différentes questions autour des genres vidéoludiques. Si vous voulez communiquer avec la Grande Ludothèque, écrivez à l'adresse courriel suivante, sans majuscule, espace ni accent, lagrandeludothèque.cism@gmail.com, ou vous pouvez chercher le Discord, le serveur L'Anneau Ludique. Tapez Grande Ludothèque, L'Anneau Ludique dans un moteur de recherche, vous allez trouver le lien. Sinon, évidemment, passez par la page sur le site de CISM. On commence avec les actualités. Connaissez-vous le jeu Hytale? Ça s'écrit Hytale en un seul mot. Le jeu Hytale est en développement depuis 2015 par Hypixel Studios, une entreprise fondée à Montréal, mais avec des ramifications un peu partout autour du monde. Il s'agit d'un jeu qui reprend Minecraft avec l'esthétique en blocs pixelisés, mais qui ajoute à Minecraft, à ce substrat-là, des mécaniques de jeu de rôle, de RPG traditionnels, de la progression, des donjons, des boss, et ainsi de suite. Hytale est en développement depuis 2015 et a commencé comme un mode de Minecraft avant d'être récupéré par Riot Games, qui ont acquis le projet, financé le studio et ont travaillé sur le projet pendant 4 années supplémentaires. Tout récemment, le projet a été fermé par Riot Games, qui ont annoncé en novembre dernier qu'ils finalement retiraient leur billet parce que le projet n'allait nulle part, ça n'avançait pas. Finalement, le fondateur ou l'un des cofondateurs d'origine, Simon Collins Laflamme, a mis de l'avant du capital pour acheter la propriété intellectuelle et reprendre le contrôle de ce jeu-là et relancer la production. Le jeu est sorti en accès anticipé, une version préliminaire.
le 13 janvier 2026. Cette sortie a été fort appréciée par les joueurs et les joueuses qui surveillaient le développement depuis longtemps, à un tel point qu'ils ont même brisé le record de visionnement simultané sur Twitch avec 420 000 personnes qui ont regardé cet événement. Une excellente nouvelle pour l'écosystème du jeu vidéo québécois, on apprenait que Sea of Stars, le jeu de rôle développé par Sabotage Studio à Québec, allait être disponible sur mobile. On pourra donc essayer ce jeu, qui est l'un des rares titres à offrir avec son prédécesseur du même studio, The Messenger, une version en québécois, sur Android et sur iOS à compter du 7 avril. Sea of Stars a gagné les prix du meilleur jeu indépendant aux Golden Joysticks et aux Game Awards 2023. La plateforme Steam, qui est le lieu par excellence pour diffuser des jeux vidéo sur ordinateur, a mis à jour sa politique de AI Disclosure, c'est-à-dire de communication d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la réalisation des jeux vidéo. Ce sujet-là fait controverse, notamment Clair Obscur avait été éliminé de l'éligibilité par rapport aux Independent Game Awards parce qu'il n'aurait pas dévoilé qu'il avait effectivement utilisé l'intelligence artificielle pour générer des contenus. On s'est rendu compte qu'il y avait une affiche sur un poteau quelque part dans l'univers qui, si on l'examinait de près, c'est un élément de décor, ben on se rendait compte que finalement il y avait du texte tout croche, comme l'intelligence artificielle fait typiquement quand on lui demande de générer du texte. Donc on s'était dit, wow, vous n'aviez pas déclaré que vous aviez utilisé des contenus générés par intelligence artificielle, vous n'êtes donc plus éligible à participer. Le problème est substantiel parce que dans le cas de Clair Obscur, c'était en fait des assets, des contenus de jeu temporaires qui avaient été effectivement générés par intelligence artificielle en attendant qu'on les fabrique pour vrai et ils avaient oublié, semble-t-il, de mettre à jour les contenus pour les remplacer par les vrais contenus que leurs artistes avaient développés depuis les étapes initiales du développement. Alors, c'est une question vraiment intéressante parce que, bon, on voit bien ça, puis on se dit, est-ce que c'est l'équivalent d'un plan au cinéma qui présente encore la perche visible dans le coin, une erreur technique finalement qu'on n'est pas supposé voir, mais qui s'est rendue dans le film à travers les différentes étapes de réalisation? Est-ce que c'est un cas comme ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave et pernicieux parce qu'on a fait faire du contenu par des prompts d'intelligence artificielle, on veut remplacer le travail et la créativité humaine, etc. Gros débat donc. La mise à jour de Steam, ce qu'elle vise à dire, c'est que vous êtes tenu de déclarer si vous avez utilisé de l'intelligence artificielle pour générer des contenus qui se rendront jusqu'aux joueurs, mais ils font la distinction maintenant entre l'utilisation d'outils qui sont augmentés, améliorés par le recours à des routines d'intelligence artificielle localisées à l'intérieur des processus techniques. Donc, essentiellement, si vous utilisez un correcteur automatique nourri par l'intelligence artificielle pour trouver les fautes d'écriture dans vos textes, ben ça, c'est tout à fait dans le registre de l'acceptable et vous n'avez pas à déclarer ça. C'est tout pour les actualités de cette semaine. Je commence donc avec quelques-unes des questions que j'ai reçues de différentes personnes sur différents serveurs Discord, notamment le serveur L'Anneau Ludique, où est-ce que la Grande Ludothèque a son espace, mais aussi sur le Grand Rattrapage et sur le Hub, ainsi que sur le collectif XP des étudiants en maîtrise et doctorat de l'Université de Montréal qui travaillent sur le jeu vidéo. Donc, on a une question de Antonin. C'est quoi le premier critère qui est utilisé généralement pour catégoriser le genre d'un jeu? Quel est le critère principal, la première division qu'on utilise? Je vais commencer avec ça parce que c'est le plus simple peut-être. Contrairement au cinéma et à la littérature, on ne va pas nécessairement privilégier des critères d'ordre thématique qui touchent l'organisation du récit, les genres de personnages, d'environnement, le type d'action qui va se passer. En jeu vidéo, le premier critère, ça va être de décrire le modèle d'interactivité. On ne va pas souvent décrire des jeux comme étant des jeux de science-fiction ou des westerns. On va dire c'est un shooter, c'est un jeu de stratégie par tour, puis là après on peut raffiner un petit peu plus profondément que ça. Donc cette première opposition-là entre les genres de l'interactivité, les genres interactifs, et les genres thématiques ou les genres narratifs, c'est la première opposition qui est relevée quand les premiers chercheurs qui commencent à s'intéresser aux jeux vidéo commencent à travailler sur le genre. On retrouve ça chez Mark J.P. Wolf, notamment, qui réfléchit à cette question-là dès 2003, dans mon souvenir, peut-être même un petit peu avant. Je pense que c'est un petit peu avant dans son livre The Medium of the Video Game, il a une section sur le genre, où il va justement noter que c'est le genre interactif d'abord qui prime. Donc ça, c'est le premier critère. Mais évidemment, comme premier critère, c'est très, très vaste, très, très large.
Ça me fait penser et ça rejoint les questions qui ont été posées par Milter, qui nous dit comment un genre de jeu finit par être nommé? Comme le terme Metroidvania, il est arrivé bien après ces deux jeux-là. Quel est le critère pour inventer ou nommer un nouveau genre? Hugo Rémy pose la question peut-être de la façon la plus large possible, en lien avec les questions tout bêtement, comment se forme ou émerge ou naît un genre? Ça pourrait être une section en soi. Ben effectivement. Pour aborder cette question-là, par contre, il faut commencer par décrire qu'est-ce que c'est exactement un genre, puis le problème qu'on a quand on utilise le mot genre. Donc, on est vraiment au niveau du mot, de l'étymologie et du concept, c'est-à-dire l'épistémologie, la tradition des idées qui préside à l'organisation puis à l'utilisation de ce mot-là. Le mot genre, il ne sort pas de nulle part, on l'utilise avec son historique de pensée. Chez les Grecs de l'Antiquité, genre voulait dire à la fois le genre masculin et féminin d'une personne, mais aussi on l'utilisait plus ou moins comme synonyme de race, les gens de ton genre. Dans la systématique classique en biologie, on va par exemple identifier le règne animal, la classe des mammifères, l'ordre des primates, la famille des hominidés, le genre Homo, dans lequel il va y avoir l'espèce Homo sapiens, ainsi que Homo habilis, Homo erectus. Donc vous voyez que genre a un sens très très spécifique dans un cadre comme celui-là, qui n'est pas tout à fait celui qu'on a en tête quand on parle de certains jeux vidéo, mais on souffre de ce qu'on va appeler l'analogie biologique. C'est-à-dire qu'on va voir les productions culturelles comme des jeux vidéo, comme des films, comme de la littérature, et on va vouloir les classer, les systématiser, en faire des groupes, puis des sous-groupes, puis des sous-sous-groupes, et ainsi de suite, de manière à avoir un arbre structuré des types de production possibles, et on va appliquer ça un peu comme si on classait le vivant. Cette analogie biologique-là n'a pas lieu d'être, parce qu'on est face à des objets culturels. Dans la nature, le genre d'un individu détermine sa destinée, ses attributs et ainsi de suite. Parce que je suis un humain, ben, j'aurai un certain nombre de dents, une certaine taille, un certain poids, un certain type de structure osseuse, d'organes et ainsi de suite. Mais quand on fait face à des objets culturels, il n'y a rien qui prédétermine le contenu de l'objet culturel. Moi, comme écrivain qui décide d'écrire un roman, je suis pas face à une espèce de système organique qui permet à mon objet roman d'évoluer d'une certaine manière. C'est moi qui mélange des inspirations librement et qui croise des trucs qui devraient peut-être pas techniquement être croisés, mais c'est mon originalité comme créateur qui décide de faire un geste de création puis de mélanger des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Alors, c'est exactement ça qui se passe quand on crée un jeu vidéo. On décide pas, par exemple, de créer un first-person shooter, puis maintenant qu'on a ça, ben, le fait que ce soit un first-person shooter, ça va déterminer ses attributs à mon jeu? Ben non, pas du tout. Moi, je vais piger des morceaux des first-person shooters que j'aime bien, avec un système de loot, de récompense qui vient d'un RPG, puis je vais mélanger ça, comme si j'étais dans Jurassic Park. Une analogie, celle-là productive, que Rick Altman, un théoricien du cinéma, va utiliser dans un de ses articles sur le genre au cinéma. Il va dire, ben, dans le monde du cinéma, chaque jour est comme le parc Jurassique, où est-ce qu'on croise des espèces de n'importe quel ordre, de n'importe quel âge, de n'importe quelle ère du vivant, et puis tout ça se mélange n'importe comment, tu sais. Parce qu'évidemment, dans Jurassic Park, on reproduit les dinosaures en utilisant de l'ADN de grenouilles. Mais quand on parle d'objets culturels comme des jeux vidéo, les genres ne naissent pas, ils ne meurent pas, ils ne disparaissent pas. Il y a un bassin inépuisable de jeux desquels on peut puiser de l'inspiration pour croiser des morceaux et faire des créations originales. Pour illustrer ça, je prendrais peut-être le genre qui est revenu le plus souvent dans la consultation que j'ai faite en préparation de cette émission-là. Je vous lis les commentaires de Juste un Dude, par exemple, qui dit « Je suppose que c'est déjà dans vos plans, mais la genèse et l'évolution du fameux Metroidvania. Pourquoi ce genre est toujours aussi marquant dans le milieu? Genre, j'ai entendu tout récemment le terme Metroidbrania. Seulement de l'anthologie ou il y aurait une espèce de légitimité recherchée à travers la dénomination? Bref. » Josny B qui nous dit « J'imagine qu'il y aura un topo sur le Metroidvania, c'est probablement le terme qui crée le plus de discorde. » Antonin, j'ai jamais compris pourquoi le monde s'envoie chier pour ce genre, haha, me semble que c'est un des plus clairs. Mais pourtant, Roxane dit « La question qui tue, Metroid, est-il un Metroidvania? » Je m'obstine régulièrement sur ce sujet, le premier Metroid original. Là. Ça me fait rire. En général, les réponses que j'ai d'étudiants ou sur Twitch, c'est vraiment 50-50. Roxane qui enseigne en études du jeu vidéo à l'Université de Montréal, à l'UQAM Montréal aussi, on la salue.
Donc, effectivement, c'est une excellente question. On parle de Metroidvania, c'est un genre qui a une date de naissance, entre guillemets. Je mets des guillemets, c'est important parce que on vient de dire que le genre n'est pas un objet biologique. Il n'y a pas une date de naissance. Mais en même temps, il y a un moment auquel on commence à en parler. Ça, c'est important. Il faut garder ça en tête quand même. Et dans le cas du Metroidvania, ben, on n'en parle pas au moment où Metroid sort. Le premier Metroid n'a peut-être pas les éléments qu'on considère comme étant centraux dans qu'est-ce que c'est un Metroidvania. Pourquoi? Parce que Castlevania Symphony of the Night n'était pas semblable aux Castlevania précédents, qui étaient des jeux de plateforme et d'action, généralement on pourrait les décrire comme ça, qui procédaient donc niveau par niveau, on réussit le niveau, on bat le boss, on passe au niveau suivant, et ainsi de suite. Castlevania Symphony of the Night était un grand monde ouvert. Je mets des guillemets pour ouvert. C'est une série de corridors dans un jeu de plateforme 2D, mais plutôt que de faire un niveau passé à la suite, ben, on se promène librement dans le château et d'une zone à l'autre continuellement. Il faut revenir en arrière pour utiliser des nouveaux pouvoirs de mobilité qu'on a acquis qui vont nous donner accès à des nouvelles zones qui étaient jusque-là inaccessibles. Donc, on attrape le double jump. Avec le double saut, ben, on peut avoir accès aux corniches qui nous empêchaient d'accéder à une région du château. Et on progresse comme ça en se promenant de manière continue, sans segmentation par niveau. Il y a ça qui est un élément commun entre Castlevania Symphony of the Night, spécifiquement et pas ses ancêtres à lui dans sa série, et le jeu Super Metroid, qui était sorti sur Super NES quelques années à peine avant Castlevania Symphony of the Night. Donc, il y a comme un doublé qui s'incarnait probablement dans la carte. On pouvait appuyer sur le bouton pause dans Super Metroid, puis voir la carte qui était vraiment des petits carrés bleus quand ils n'étaient pas explorés, puis quand ils devenaient explorés, ils devenaient roses, ou quelque chose du genre. Je ne me souviens pas du code de couleur exactement. Et dans Symphony of the Night, c'est pareil. On avait les petits carrés à peu près de même forme, à peu près d'aspect semblable, et la carte se mettait à jour au fur et à mesure qu'on explorait. Peut-être qu'il y a là un point de convergence spécifique avec le fait que, de façon générale, dans Super Metroid, c'est un peu la même mécanique d'exploration, acquisition de pouvoirs. Ces pouvoirs-là nous permettent d'accéder à de nouveaux endroits et ainsi de suite. Pourquoi on a appelé ça Metroidvania? Parce que sur des forums de gens qui discutaient de la série Castlevania, à partir du moment où il y a eu plusieurs jeux de Castlevania qui reprenaient la même organisation de l'espace avec une carte que Symphony of the Night, donc les Castlevania dans la série qui sont sortis sur Game Boy Advance, il y a des gens qui disaient, ben moi j'aime bien les Castlevania classiques, j'aime pas tant les nouveaux types de Castlevania qui sont des Metroidvania, qui sont des Castlevania qui se jouent comme Metroid dans le fond. Et tranquillement, le mot s'est propagé. De plus en plus de gens l'ont utilisé et c'est comme ça qu'un genre naît, dans une des possibilités. Parfois, c'est plutôt un créateur de jeu qui va mettre de l'avant un nom de genre comme manière de distinguer son jeu de la concurrence. On abordera ça dans le prochain segment consacré à l'utilisation des genres. Comme on le disait avec l'exemple du Metroidvania, un genre peut naître par discussion, échange par la communauté. On est donc dans une approche bottom-up. On part du terrain et c'est à partir des échanges et des discussions qu'il y a un concept qui émerge, qui nous amène vers le conceptuel dans le niveau d'en haut. On part donc du bas vers le haut. C'est une des approches pour les genres, mais on peut aussi avoir des approches top-down, où est-ce que là, il y a une direction qui est donnée par les marketeurs, par la publicité, où est-ce qu'on va nous dire, voici un jeu de ce nouveau genre, puis là, on va nommer une étiquette de genre comme ça, puis on va avoir un terme pour essayer de stimuler les gens à en parler d'une autre manière. Dans tous les cas, un genre, c'est pas quelque chose qui est présent dans l'objet, c'est pas quelque chose qui se mesure. On peut pas compter les atomes de shooter qu'on trouve dans un jeu pour déterminer que c'est bel et bien réellement un jeu de tir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, et aussi, il n'y a pas d'autorité internationale, là, le bureau des genres du jeu vidéo, qui donne une certification pour dire oui, ça c'est bel et bien un shooter, on a le droit d'en parler comme ça. Donc, on comprend que les genres, c'est quelque chose qui est culturellement situé, qui est socialement négocié. Ça va recouper des questions que j'ai reçues aussi d'autres auditrices et autres auditeurs qui ont demandé des questions comme Gabin Brouin, par exemple. J'aurais une question plus étymologique. Les étiquettes génériques basées sur des jeux, des termes comme Doom-like, GTA-like, Rogue-like, etc., qui sont tous des références à Doom, à GTA pour Grand Theft Auto, à Rogue, sont-elles des étapes provisoires dans la construction d'un genre ou d'un sous-genre?
J'ai l'impression, sauf peut-être pour le roguelike, que ces étiquettes disparaissent dès qu'une meilleure option se présente. Ça permet potentiellement de faire une transition vers le Metroidvania. Ben, effectivement, c'est une bonne remarque. On a beaucoup cette fonction-là du genre dans le jeu vidéo. Du côté des créateurs de jeux et du côté du public pour discuter des jeux, on va souvent utiliser un terme qui fait référence à un jeu spécifique. Un jeu qu'on élève au rang de modèle ou d'inspiration principale pour faire la comparaison. Quand Doom est devenu populaire en 1993 sur ordinateur, il y a eu toute une vague de jeux qui imitaient Doom, qu'on a appelé des Doom-like. Et ça, ben, ça a caractérisé une longue période des discours. Les gens parlaient de tel jeu comme étant un Doom-like. Et jusqu'à ce qu'on ait une étiquette de genre qui naisse, le first-person shooter, qui arrête donc de prendre Doom comme porte-étendard du mouvement, comme point de référence, pour parler et prendre en compte tous les autres Doom-like, entre guillemets, tous les autres first-person shooters qui ont fini par s'imposer et devenir des références en eux-mêmes. Donc, il y a ce processus-là qui peut effectivement arriver et qui arrive souvent dans plusieurs cas. Maintenant, comme la discussion jusqu'ici nous permet de le voir, ben, il n'y a rien qui est déterminé, il n'y a pas de façon de faire homogène pour les genres. Donc, il y a effectivement plein de genres qui commencent en pointant du doigt à leur ancêtre commun, leur source d'inspiration, le Doom-like, et qui finalement va finir par disparaître et être remplacé par un autre terme. Mais ce n'est pas toujours ni obligatoirement le cas. Dans les autres commentaires aussi qui touchent le même sujet, il y avait une remarque de Danny Gay-Bélanger, qu'on salue aussi, enseignant à l'Université de Montréal, disait « Les concepts évoluent constamment, donc ce qui est un FPS, un first-person shooter, aujourd'hui, ne sera peut-être pas dans 100 ans si le terme existe encore. Une étiquette représente plus une époque qu'autre chose, à mon avis. » Alors ça, c'est une remarque intéressante parce que ça montre bien qu'effectivement, un genre, c'est quelque chose qui existe dans le temps, qui peut se modifier dans le temps, changer de sens, et surtout qui est pratiqué par des communautés. Et ça, c'est un des critères importants, pas un des critères, mais c'est un des facteurs importants qu'on va voir dans les discussions sur le genre. Un genre, c'est utilisé pour communiquer avec des gens qui partagent une définition. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure, donc il faut qu'on s'entende, qu'on soit d'accord pour que toi et moi, vous et moi, on ait tous à peu près la même chose en tête quand on parle de RPG, quand on parle de shooter, quand on parle de first-person shooter. Le genre, ça se négocie, ça circule dans l'espace public et ça repose sur un consensus culturel commun. Cette formulation vient de Andrew Tudor, qui parlait du genre cinématographique il y a plusieurs années et qui disait « Le genre, c'est ce qu'on croit collectivement que c'est. Genre is what we collectively believe it to be. » Ça, c'est une formulation intéressante parce qu'il y a la notion de collectivité là-dedans qui est importante. Il y a tout un discours sur les genres qui se cadre par des débats. Ça, c'est-tu un RPG? Oui, non, pas d'accord, etc. C'est tout à fait normal qu'il y ait des désaccords quand on parle de genre, parce que finalement, le genre, c'est utilisé par les gens qui parlent de jeux vidéo comme raccourci dans le discours. Ça sert à ce que, si je te dis c'est un jeu de type RPG, ben si on partage la même compréhension, je suis pas obligé d'énumérer toutes les RPG puis de décrire le détail de chacune des mécaniques de jeu qui fait que ça ressemble à Final Fantasy. Ben en même temps, des fois ça ressemble plutôt à Dragon Quest, puis des fois ça ressemble plutôt à Might and Magic ou à Wizardry ou à Ultima. Ou, puis là, évidemment, dépendamment de votre âge, peut-être que tout ce que je viens d'énumérer là vous dit absolument rien. Wizardry, Might and Magic, c'était des séries de RPG sur ordinateur dans les années 90. Vous connaissez peut-être Heroes of Might and Magic, si vous êtes plus jeune, notamment. C'est l'un des noms de séries qui va vous être accessible parce qu'on a fait des Heroes of Might and Magic bien plus longtemps qu'on a fait des Might and Magic. Donc, avoir un nom de genre, ben, ça me permet de ne pas refaire le pédigré, puis de nommer plein d'exemples, puis de décliner chaque élément dans ma définition. C'est à ça que ça sert, un genre, en fait. Ça sert de raccourci discursif. Ça sert à discuter des jeux. Maintenant, dans la notion de genre, il y a aussi la notion d'évolution. Comment est-ce que ça évolue, ça, des genres? Ben, en fait, c'est pas un concept téléologique. C'est-à-dire, c'est pas une idée qu'on met de l'avant, puis on peut donner une direction à cette idée-là, puis la faire évoluer avec un plan précis de développement qui serait tracé par
les studios qui font des FPS qui décident de l'avenir du FPS. Donc, il faut vraiment sortir de cette idée-là. Les genres, c'est vraiment un constat que, coudonc, il y a toutes sortes de jeux qui ressemblent à Doom, puis là, ces jeux-là se transforment tranquillement, le shooter est en train de devenir autre chose. Puis des fois, le nom du genre peut évoluer ou pas, mais il n'y a rien de tout ça qui est contrôlé d'en haut. Je vais vous dire un truc, par exemple. First-person shooter, pour moi, c'est un mot de genre, un nom de genre qui est imprécis et qui n'est pas tout à fait réaliste d'employer encore aujourd'hui, parce que les first-person shooters, tels qu'on les appelle aujourd'hui, ce sont des jeux dans lesquels on fait bien d'autres choses que tirer. Souvent, on a des armes de mêlée, puis tout un paquet de stratégies qu'on peut développer pour se battre avec des armes de mêlée, des armes de poing, des armes de corps à corps, où on va faire de la furtivité pour éviter des adversaires, où on va se concentrer sur des objectifs. Dans GoldenEye, on joue James Bond, on va utiliser des gadgets pour réussir à accomplir les objectifs de la mission. Oui, il faut tirer des ennemis, mais c'est quand même pas un jeu qui repose sur le tir comme mécanique centrale. Parfois, c'est l'exploration de l'espace, l'obtention des clés pour ouvrir les portes, l'espionnage des adversaires, et ainsi de suite, qui vont être vraiment au cœur de la proposition de jeu. Donc, d'appeler ça un first-person shooter, oui, on shoot, mais c'est pas que ça non plus. Donc, un nom de genre pourrait très bien évoluer puis devenir autre chose. Ça a été le cas, par exemple, pour le jeu Deus Ex, qui, lorsqu'il est sorti, c'est un jeu qui, oui, nous permet de tirer, mais aussi de s'infiltrer par furtivité, d'avoir des interactions sociales. On avait besoin d'un autre terme pour décrire ça. Immersive Sim s'est imposé. C'est un simulateur immersif. Tu es dans l'environnement, puis écoute, c'est toi qui décides du chemin que tu vas prendre. Le roguelike a gardé l'appellation roguelike, même si Rogue a eu plusieurs successeurs par la suite. Donc, il n'y a pas de règle qui va être déterminée qui dit qu'un genre doit évoluer de cette façon-là. Ce qui est intéressant, c'est que comme le genre est reconnu socialement, puis qu'on s'entend sur quelque chose, il peut y avoir un moment où les communautés qui discutent de jeux se rendent compte que finalement le terme n'est plus assez précis. Le genre est devenu autre chose. Ça nous prend un spécificateur supplémentaire. On peut plus se contenter de dire first-person shooter, faut passer à autre chose. Donc à partir de ce moment-là, il y a des nouvelles étiquettes qui peuvent émerger de manière organique. Et ce sera à la communauté de décider si on l'adopte ou pas. Mais encore une fois, il n'y a rien de tout ça qui est décidé d'en haut ou d'avance ou au fur et à mesure. Tout ça finit par s'imposer dans l'usage quand un genre pogne, on va dire ça comme ça. Soudainement, on a un nom qui permet de mettre des mots sur quelque chose. Le genre a donc une fonction aussi de catégorisation. Il sert à catégoriser des jeux, mais ça se fait de façon intuitive. Puis ça, c'est une des particularités du genre sur lesquelles on va revenir. Le genre, ce n'est pas un outil qu'on utilise consciemment, c'est quelque chose qui finit par transparaître et s'imposer de lui-même dans la circulation libre des idées parmi les communautés qui discutent de jeux. Dans tous les cas, ce que ça indique aussi, c'est qu'un nom de genre, c'est, comme le disait la théoricienne du cinéma Raphaël Moine, c'est un phénomène discursif post-daté. C'est-à-dire qu'un genre, ça n'est pas avec les objets, ça naît avec les discours qu'on porte sur les objets. Il faut que les objets d'abord existent et qu'il y ait des jeux d'exploration plateforme avec un univers ouvert dans lequel je gagne des pouvoirs de mobilité. Et puis là, ça en prend plus qu'un. Ça en prend un deuxième, et puis peut-être un troisième, un quatrième, et que là, soudainement, les gens disent « OK, tous ces jeux-là ont quelque chose en commun, on les reconnaît comme un ensemble, et on leur donne un nom. » Et à partir de ce moment-là, d'autres gens disent « Ah, c'est pratique d'avoir un nom pour décrire ces objets-là. Belle idée, belle trouvaille. » Et de plus en plus de personnes utilisent ce nom-là, et c'est comme ça qu'un genre naît, finalement, dans les discours qu'on porte sur les objets, ce qui induit nécessairement un décalage. Je reviens sur le commentaire de Roxane tantôt. Est-ce que Metroid est un Metroidvania? C'est sûr qu'il ne l'est pas techniquement. Quand le jeu apparaît, personne n'appelle ça un Metroidvania. Le genre n'existe pas encore. Le genre va naître quand les gens vont en discuter puis donner un nom à cette série ou ce genre de jeu-là pour appeler ça des Metroidvania. Et ensuite, on peut effectivement nous dire, quand on regarde en arrière, on voit bien que dans le fond, Metroid, c'est un Metroidvania, un précurseur du genre, etc., etc. Puis là, ça va dépendre de l'appréciation de chaque personne qui va déterminer si oui ou non ça correspond aux éléments constitutifs essentiels je considère être au centre de l'identité de ce qu'est un Metroidvania. Ça va être ça la théorie du prototype, sur laquelle on va revenir dans le prochain segment.
Pourquoi est-ce qu'on débat des genres? Eh bien parce que décrire un objet, c'est le mettre au monde, le mettre en relation avec le monde, le mettre en relation avec les autres. Ça peut être une manière de le présenter à d'autres personnes. Ça, c'est la fonction de présentation du genre. Le genre, ça sert à présenter des objets. Donc évidemment, si je présente un jeu comme étant un JRPG et que quelqu'un, ça l'intéresse plus ou moins, ben, il pourrait trouver par la suite que je lui ai peut-être mal présenté le jeu. Donc, il y a cet enjeu-là. Ensuite, si on n'est pas capable d'avoir la même conception d'un genre, ben c'est super problématique quand j'écris un jeu, mais qu'au fond, j'utilise pas les mêmes référents que la personne en face de moi pour statuer que ça, c'est un jeu de plateforme ou que ça, c'est un Metroidvania ou c'en est pas un. Si je décris un jeu de plateforme en disant que c'est un Metroidvania puis que la personne s'attend à trouver des pouvoirs de mobilité puis tout ça, puis peut-être des statistiques de RPG, monter de niveau, gagner de l'expérience et ainsi de suite, ben la personne va dire que j'ai un drôle de jugement puis finalement elle a été induite en erreur par mon acte de catégorisation. Donc il y a des enjeux pratico-pratiques là-dessus. Mais je dirais que ce que ça met en lumière aussi, c'est que l'identité d'un genre se trouve dans l'ensemble des caractéristiques et qu'on n'a pas nécessairement une conception très forte parce qu'on n'a pas besoin de suivre des règles pour déterminer que un objet va être oui ou non un jeu de plateforme, oui ou non un jeu de combat. Alors, il y a une théorie qui nous permet d'approcher ça. On peut se demander, est-ce que pour décrire un jeu comme faisant partie d'un genre, je dois avoir la liste de toutes les caractéristiques de ce genre-là? La réponse, c'est non. Il y a toutes sortes de concepts qu'on manipule dans la vie sans avoir des listes exhaustives de toutes les propriétés. Et la psychologie a développé la théorie du prototype comme manière de rendre compte de ce processus-là. La théorie du prototype nous dit que, essentiellement, une table, par exemple, c'est un objet assez vaste. C'est pas trop clair qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait une table. Ça prend des pattes puis une surface, mais est-ce que ça prend 4 pattes? Est-ce que la table doit être en bois? Est-ce qu'elle doit être rectangulaire? Tout ça, c'est variable selon les tables qui existent. Mais on peut s'entendre qu'il y a des tables qui sont plus prototypiques et des tables qui sont plus atypiques. La théorie du prototype nous dit que essentiellement, moi, pour déterminer c'est quoi une table, ben, je vais avoir un certain nombre de propriétés et quand j'évalue un objet, je vais pouvoir déterminer si cet objet-là vérifie beaucoup de propriétés centrales de ce que ça prend pour avoir une table. Ça va à ce moment-là être une table prototypique. Et il va y avoir des tables qui sont pas droites, qui sont pas régulières, qui n'ont pas le bon nombre de pattes, qui sont pas à la bonne hauteur, et ainsi de suite. Et ces tables-là peuvent être quand même des tables, mais ça va être des tables atypiques. Donc, on peut avoir des objets atypiques, typiques, prototypiques, qui vérifient de plus ou moins le nombre de propriétés essentielles qui sont corrélées à qu'est-ce que ça prend pour faire partie de ce genre-là. Donc, le premier point de discorde possible, c'est tout simplement que je décris un objet comme faisant partie du genre mollement, et la personne en face de moi pense que je décris comme étant prototypique du genre, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. La deuxième chose qui complique beaucoup l'exercice, c'est que beaucoup des jeux vidéo auxquels on joue sont des objets hybrides, qui vont prendre des éléments de RPG, des éléments d'action, des éléments d'open world, des éléments de Souls-like, des éléments de ce que vous voulez, et tout ça s'accumule dans un objet. Alors, comment je fais pour décrire cet objet-là correctement? Est-ce que je fais une énumération à rallonge qui rentre dans un cartable? Probablement pas. Il faut que je sélectionne c'est quoi les éléments essentiels, qu'est-ce qui est à l'avant-plan de tout ça, et que j'accepte que ma description va être nécessairement un peu partielle. Et maintenant, utiliser une description de genre, ça veut dire mettre de l'avant certaines caractéristiques de l'objet. Et c'est là qu'on a des désaccords parce qu'il y a des gens qui vont dire BioShock, c'est un first-person shooter, mais dans le fond, c'est surtout un jeu d'exploration. Ben, pas d'accord. Pour moi, de l'exploration, ça devrait être un monde ouvert. BioShock, c'est des couloirs puis des salles. Il n'y a pas tellement de latitude. Ouais, mais la dimension narrative est bien plus poussée. Ouais, mais... Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on s'en sort pas puis qu'on peut débattre à l'infinité aussi. C'est parce que à travers les genres, c'est comment est-ce qu'on décrit des objets, qu'est-ce qui est essentiel dans cet objet-là, puis qu'est-ce que ça veut dire au juste ces étiquettes-là qu'on manipule. Ça rejoint une belle question posée par Co qui disait est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'éclatement des genres en musique où il y a une multiplication des genres et des sous-genres? Est-ce un courant qui est venu en même temps, donc plus un concept sociétal de classification, ou est-ce en lien avec la maturité du médium? C'est une excellente remarque et question. Pour moi, ma réflexion sur les genres en jeux vidéo, c'est beaucoup nourri de ma réflexion sur les genres en musique parce que je suis un amateur de métal et dans le métal, on en a des sous-genres, là. Tu sais, le folk,
le power, le black, le death, le speed, le trash, etc. Vous avez plein de noms de sous-genres qui nous permettent d'affiner un petit peu nos descriptions parmi un ensemble qui, oui, c'est du métal, mais il y a quand même pas mal de variétés. Alors, c'est un peu le même principe en jeu vidéo. On a ces variétés de termes-là qui sont là. Maintenant, est-ce que c'est lié à l'âge de cet objet-là? Je pense pas. Je pense que c'est lié davantage au caractère hybride de beaucoup de ces objets-là. Il y a beaucoup de chansons qui passent par différents morceaux, différents effets qui se produisent au fil du temps. On reviendra là-dessus pendant la deuxième heure de l'émission, les effets de genre. Mais pour l'instant, je dirais que l'hybridité est peut-être une des raisons pour lesquelles on a effectivement tous ces noms-là. Et pour le démontrer, on va terminer cette première heure avec une courte pause musicale du jeu Little Big Planet 2. Elle a été composée par Winifred Phillips, une compositrice de jeux vidéo très importante qui a écrit beaucoup sur sa pratique, et c'est une chanson à double genre. Elle est composée pour l'occasion d'un laboratoire d'un personnage qu'on rencontre dans Little Big Planet, et il y a donc une version Whimsical Lollipop Style, donc suçon loufoque, et une version Gritty Orchestral Rock Hybrid, ou rock orchestral. Donc les deux versions de la chanson coexistent dans le niveau, et dépendamment des actions qu'on joue, du segment où on est, et ainsi de suite, on alterne entre l'une ou l'autre des versions de la chanson. Quoi de mieux pour terminer cette première heure sur les genres en jeux vidéo? Vous êtes de retour à CISM 89.3 La Marge, à la Grande Ludothèque avec Dominique Arsenault pour notre émission sur les genres de jeux vidéo.
On revient un petit peu sur les constats qu'on a posés dans la première heure. Les genres de jeux vidéo, c'est une manière de décrire des groupes d'objets, mais c'est quelque chose qui est complètement arbitraire parce qu'on est face à des objets culturels. On n'est pas face à des phénomènes naturels, les genres et les espèces dans la nature. On n'est pas face à un système qui peut être rationalisé et organisé de façon structurée parce qu'on cherche toujours à récompenser l'originalité. Il y a toujours des jeux qui se mélangent de façon inattendue avec d'autres jeux qui n'étaient pas semblables. Et tout ça fait partie de l'organisation normale, ou plutôt du manque d'organisation. On est dans le chaos perpétuel avec des jeux vidéo. Donc, d'où viennent les genres? En fait, les genres ne sont pas utilisés pour décrire, catégoriser, rassembler la production. Ils sont créés, les genres, par les gens qui discutent de jeux vidéo. Donc, il n'y a pas de critères pour décider qu'un genre a le droit d'exister ou pas. Il n'y a pas de critère principal qu'on met de l'avant dans un jeu. C'est ce qui explique pourquoi c'est, excusez-moi l'expression, un foutoir complet. T'sais, on va dire qu'il y a des JRPG, des RPG japonais, mais il n'y a pas de Japanese Shooters ou de Japanese Strategy Games. L'opposition temps réel ou tour par tour est une opposition qui permet de préciser des sous-groupes dans les jeux de stratégie, par exemple, mais ce n'est pas un critère qui fait du sens dans un jeu d'action. Jamais on décrit un jeu d'action comme un jeu d'action tour par tour. Autrement dit, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le genre, ce n'est pas une méthode de classification structurée qui nous permet de construire un tableau avec des cases ou un arbre avec des branches droites, bien placées, bien ordonnées, bien déterminées. Le genre, c'est pas ça sa game, c'est pas ça que ça fait des genres. Ce constat-là, il avait été posé en littérature, où est-ce qu'on parle de genre littéraire, par le théoricien Tsvetan Todorov. Todorov traçait une distinction entre les genres théoriques et les genres historiques. Les genres historiques, c'est l'appellation telle qu'elle apparaît au fur et à mesure que les gens discutent de jeux. Metroidvania est un mot qui naît dans l'usage historique. Il y a des gens qui commencent à l'utiliser, hop, ça se répand. Quand on parle de genre historique, on parle de ces mots que les gens utilisent, peut-être de façon un peu tout croche, peut-être de façon un peu mal construite, mais c'est la réalité sur le terrain avec laquelle on est prise. Un exemple de ça, jeu de combat, fighting game. Fighting game, on l'utilise en jeu vidéo pour décrire la formule à la Street Fighter ou à la Mortal Kombat, le duel entre deux adversaires dans une arène fermée qui vont s'affronter, puis il y en a un qui va perdre toute son énergie, souvent il y a plusieurs manches, tout le gameplay tourne autour de ça. On distingue le fighting game du beat 'em up, ou comme on va le traduire parfois, le beat them all. Ça, c'est la formule à la Double Dragon, historiquement, c'est-à-dire les jeux où on avance, on bat des méchants, il y en a plusieurs, ils sont faibles, nous on est forts, et on progresse dans le niveau pour affronter une autre vague d'ennemis, et ainsi de suite. Tortue Ninja TMNT Shredder's Revenge, production récente montréalaise, est un bon exemple de ça. Historiquement, les jeux de combat, les fighting games puis les beat them up, on les a décrits dans la presse française du jeu vidéo, pas québécoise, comme des jeux de baston. Fait que ça, évidemment, c'est un problème, là. On met dans le même panier des trucs, mais si on veut rendre compte de l'usage historique, puis qu'on veut parler des genres tels qu'ils sont utilisés dans la vraie vie par le vrai monde, voilà, jeux de baston, fighting game, tout ça sont des étiquettes qui émergent au fur et à mesure de l'histoire. Les genres théoriques, ce sont ceux qui sont construits par l'analyste, par le théoricien, qui regroupe des objets, puis il dit, mais ça devrait s'appeler comme ça. On a des exemples d'interventions de ce genre-là quand on regarde les recommandations, par exemple, de l'Office québécois de la langue française concernant les noms de genres de jeux vidéo. L'OQLF va nous dire, par exemple, dans son vocabulaire du jeu vidéo, à l'entrée jeu de combat, un jeu de combat, c'est un jeu vidéo dans lequel deux personnages à la fois s'affrontent à main nue ou à l'arme blanche, généralement dans une arène fermée, et dont le but est de vaincre l'adversaire au cours d'une suite de combats faisant appel à différentes techniques et coups spéciaux. Il y a une note 3. Les jeux de combat qui se jouent contre un joueur ou contre l'ordinateur font partie de la catégorie des jeux d'action. Donc, on voit qu'il y a comme un échelonnage ou un étagement. Hein. Il y a la catégorie jeux d'action, là-dedans, il y a la sous-catégorie jeux de combat. Ensuite, Dead or Alive, Street Fighter et Tekken sont des exemples de jeux de combat, très bien. Les termes jeux de combat en duel et jeux de combat un contre un, entre parenthèses fighting game, s'utilisent surtout dans les cas où il est nécessaire de faire une distinction avec jeux de combat à progression, entre parenthèses beat them up. Alors ça, c'est intéressant. Il y a la catégorie jeux de combat à progression, qui est décrite comme jeu de combat répétitif et court dans lequel le personnage doit avancer dans les niveaux jusqu'au dernier, en affrontant des hordes successives d'assaillants au moyen d'armes et de coups divers. Note
Le jeu de combat à progression repose sur le principe d'une avancée linéaire, entrecoupée de multiples phases de combat. Le but du joueur est de détruire avec ses poings ou à l'aide d'armes diverses tout ce qui passe à sa portée pour éviter d'être lui-même détruit. Il progresse dans un monde où il doit éliminer les vagues d'ennemis qu'il rencontre. Double Dragon, les Tortues Ninja et Streets of Rage sont des exemples de jeux de combat à progression. Le terme anglais beat them up, aussi écrit beat 'em up, signifie frapper-les tous. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'OQLF, c'est bien de faire des propositions de francisation. Moi, j'ai absolument rien contre ça, même s'il y a des gens qui trouvent que ça fait dur ou peu importe. Je ne partage pas cette opinion-là. Par ailleurs, la démarche, c'est vraiment de théoriser les genres et de leur donner une consistance et des définitions beaucoup plus précises que ce que beaucoup de gens font en réalité quand ils utilisent ça. Je sais que El Dudu, par exemple, un des auditeurs de la Grande Ludothèque, qui est un grand fan de jeux de combat, très érudit en la matière, je ne sais pas s'il a une définition très précise de qu'est-ce qui rentre là-dedans, qu'est-ce qui rentre pas là-dedans, c'est un sous-groupe des jeux d'action, etc., etc. On utilise les noms de genre de façon irraisonnée sur la base d'un corpus, d'un groupe de jeux qui sont emblématiques du genre, qui sont prototypiques, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt avec la théorie du prototype, et c'est tout à fait correct, puis on n'a pas besoin d'avoir une définition hyper précise. Ce geste-là de l'OQLF, c'est un geste de théorisation des genres pour parler de genre théorique et pas nécessairement de genre historique. On continue notre exploration des genres de jeux vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un genre particulier, le RPG, le RPG, Role Playing Game, le jeu de rôle. C'est un des genres qui a été le plus mentionné par les gens quand j'ai fait mon annonce de l'émission. Il y a Lane qui a demandé d'entendre parler des turn-based RPG, les jeux de rôle tour par tour. On a aussi eu Larry qui disait « Question sur les genres, on a entendu souvent de Diablo que c'était un hack and slash. J'ai jamais vraiment cerné ce que ce terme veut dire exactement. Quels seraient, mettons, les jeux qui définissent le hack and slash? Ça se peut-tu qu'il n'y en ait pas tant? Y a-tu d'autres termes comme ça qui ne sont toujours qu'un qualificatif secondaire? » Discussion qui s'ensuit sur c'est quoi un hack and slash aujourd'hui en 3D, God of War, Devil May Cry, Hades 2 peut-être, Ninja Gaiden, Shinobi qui sont sortis cette année. Discussion intéressante qui tourne autour de l'idée, est-ce que c'est un qualificatif qu'on ajoute à des genres? Tu sais, c'est un fighting game de type hack and slash, c'est un RPG de type hack and slash. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, puis ça va faire partie de la discussion sur le RPG. De loin, la question qui est revenue le plus souvent, c'est JRPG. Josnibé, c'est-tu juste fait au Japon des JRPG? Nice, gros débat très difficile, mais si tu as le courage, qu'est-ce qui continue un JRPG? Est-ce que c'est la localisation, un style, un genre, ou les gens qui le font? Bref, c'est peut-être un épisode en soi. Oui, je confirme, ça pourrait être un épisode en soi, mais on va en parler quand même. On trouve les origines du RPG presque au même moment où les jeux vidéo font leur entrée sur les ordinateurs personnels et dans une moindre mesure sur les consoles aussi. Le RPG, ça a d'abord été la série Ultima qui l'a façonné. Ultima, c'était la création de Richard Garriott, un designer de jeux anglais, enfin américain, mais d'origine anglaise, ce qui lui vaut le surnom de Lord British, qui est un personnage qui va s'incarner dans son univers. Cet univers-là de Ultima va se décliner sur 8, 9, 10 jeux. C'est vraiment une série fleuve qui a commencé dès la fin des années 70 sur les ordinateurs personnels, distribués par Sac Ziploc qui envoie des disquettes par la poste aux gens enthousiastes qui sont abonnés à des magazines de jeux vidéo. Évidemment, la production amateur va rapidement se professionnaliser, puis on va finir par vendre les jeux dans des boîtes, dans des boutiques, en bonne et due forme. On peut donc mettre le point d'origine à Akalabeth World of Doom, le premier jeu de Richard Garriott qui prédate Ultima, 1979, et Rogue, un jeu dont on a parlé précédemment, 1980, les deux sur ordinateur personnel. Évidemment, le mot jeu de rôle, role-playing game, ça prédate l'arrivée de ces jeux-là parce qu'il s'agissait de transcrire sur ordinateur l'expérience de jeu, le contexte fictionnel et tout ça qu'on retrouvait dans les jeux de rôle sur table, notamment le plus célèbre d'entre eux et le premier, Donjons et Dragons. Donc, il s'agit d'adapter Donjons et Dragons sur l'écran d'ordinateur, proposer de l'exploration, des personnages qui montent de niveau, la résolution statistique des combats. Ça va être le facteur qui va être déterminant pour appeler un jeu vidéo jeu de rôle. Il va falloir que, plutôt que ce soit mon habileté comme joueur qui détermine si je touche l'adversaire, ce soit des statistiques de mon personnage qui s'occupe de résoudre les situations de combat.
Le jeu de rôle sur ordinateur va ensuite évoluer avec plusieurs séries qui vont imiter un peu la formule de Ultima avec quelques modifications. La première série vraiment influente va être Wizardry. Euh, le premier jeu qui s'appelle Wizardry 1 Training Grounds of the Mad Overlord va être le coup d'envoi. Une formule de jeu qu'on adopte une perspective à la première personne. On avance dans les couloirs d'un labyrinthe, case par case, comme ça en avançant dans l'environnement. Et on a créé un groupe de 6 personnages avec différentes classes et races fictionnelles, elfes, nains, tout ça. Et puis, on doit se rendre au dernier étage d'un donjon. Il va y avoir plusieurs jeux qui vont reprendre cette formule-là. Chacun des Wizardry qui vont sortir par la suite va être une variation sur ce thème-là. Puis d'autres séries vont voir le jour de façon semblable. On va avoir Might and Magic. Par la suite, on va avoir des adaptations officielles de Donjons et Dragons avec vraiment le système de règles de Donjons et Dragons qui vont voir le jour. Ces jeux-là vont pas nécessairement toujours être en vue à la première personne d'exploration d'un donjon. Il y a toute une série de jeux par TSR, l'entreprise qui va faire les jeux qui sont les adaptations de Donjons et Dragons. Il va y avoir une série de jeux qu'on va appeler les Silver Box Games. C'est tous des jeux avec un titre différent qui vont se passer dans les différents univers de Donjons et Dragons, mais la boîte va être avec une bordure argent, donc on appelle ça les Silver Box, puis il va y avoir une autre collection par la suite qui vont être les Gold Box Games. Pour vraiment avoir toute l'histoire du jeu de rôle sur ordinateur, on peut se tourner vers un livre de Matt Barton qui s'appelle Dungeons and Desktops. Très bon titre si vous voulez mon avis. Il va vraiment faire la chronique du développement de chacune des séries, chacune des entreprises qu'on peut retrouver dans l'histoire de ce genre-là. L'ensemble des jeux vidéo de rôle qui paraissent sur ordinateur vont tranquillement se mettre à être décrits comme étant des CRPGs. CRPG pour Computer RPG, une expression qui est revenue à la mode récemment avec la popularité de Baldur's Gate 3, qui a un peu ramené cette idée du RPG d'ordinateur. Le RPG d'ordinateur, évidemment, ça décrit le support, c'est l'ordinateur, mais ça vient avec un style de jeu aussi. Un grand monde ouvert, on crée nos personnages, qui sont souvent un groupe de personnages. C'est très lourd statistiquement, les règles sont complexes, il y a beaucoup de manipulations possibles. Donc, c'est ce qui vient un peu avec l'environnement du computer RPG. Si j'avais à le décrire en termes de prototype, ce serait le noyau prototypique du genre. Le JRPG va se manifester plus tard. Si on met le début du CRPG à 1979, 1980, 81, 82 pour les séries Wizardry, Might and Magic qui naissent à ce moment-là, les jeux vidéo de rôle japonais, comme on les décrit, sont en réalité des jeux vidéo sur console. Essentiellement, il y a un étudiant qui a fait sa maîtrise avec moi, Antoine Prémont, en 2021. Antoine Prémont travaille maintenant dans l'industrie du jeu vidéo, mais il a fait un mémoire de maîtrise sur la question des adaptations sur ordinateur ou sur console des jeux de rôle. Et dans son mémoire, il a étudié comment les magazines de jeux vidéo en parlaient dans les années 80 et 90. Une recherche historique à long cours. Et la question qui s'est posée, une des questions qui s'est posée, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y en est du JRPG, du RPG japonais, d'où ça vient, comment on en parle, et ainsi de suite. En fait, ces trouvailles, ces résultats de recherche, c'est qu'en fait, on utilise JRPG pour décrire les jeux sur console. Et donc, c'est la plateforme technique qui détermine si on parle d'un jeu de rôle japonais. Les jeux de rôle japonais sont ceux qui sont sortis sur console. Ce qui est un peu particulier parce que les jeux de rôle occidentaux se sont rendus au Japon par les ordinateurs. Notamment, la série Wizardry a une grosse influence au Japon. Et c'est par la suite que des adaptations pour console ont mené à la création de la série Dragon Quest, qui était commercialisée sur la NES en Amérique du Nord sous le nom Dragon Warrior, mais depuis, ils ont repris le nom Dragon Quest, et la deuxième série qui arrive après Dragon Quest, qui est Final Fantasy. Ironiquement, en Amérique du Nord, Final Fantasy a eu beaucoup plus de succès que Dragon Quest /Warrior. Donc, on a une perception peut-être un peu différente de la réalité sur le terrain au Japon. Toujours est-il qu'on s'est mis à appeler des jeux de rôle japonais parce que c'était les Japonais qui faisaient des jeux de rôle sur console. Les Nord-Américains consommaient peu de jeux de rôle japonais pendant les années 80 et 90. C'était un genre peu populaire parmi les jeux vidéo. Les grands vendeurs, c'était Mario, les jeux de plateforme, les jeux d'action. Et le jeu de rôle était un genre niché en Amérique du Nord qui n'a jamais eu le niveau de succès qu'il obtenait au Japon.
Donc, beaucoup de développeurs japonais, Squaresoft, Enix, qui est un éditeur de jeux séparé, aujourd'hui réunis sous Square Enix, publiaient des jeux de rôle qui étaient des succès massifs au Japon. Ils les traduisaient et les sortaient aux États-Unis et au Canada par extension, parce que le Canada est un sous-marché des États-Unis dans la logique commerciale de cette époque, et encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et ces jeux-là avaient un succès tout à fait modeste. Donc, il y avait peu de développeurs occidentaux, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, par exemple, qui faisaient des jeux de rôle sur console, ce qui a mené à l'adéquation plateforme-console avec nationalité japonaise. Et on s'est mis à parler de Japanese RPGs. Alors pourquoi? J'ai pas vraiment de réponse, outre qu'il y en a qui ont commencé à le faire, puis on s'est mis à suivre autour de ça. On a parfois utilisé le terme Western RPGs, donc les RPG occidentaux, pour les opposer aux RPG japonais. C'est comme un désir d'opposer quelque chose de façon symétrique et cohérente, à une idée de rationaliser puis rendre ça cohérent sur le plan théorique, une réalité qui en fait s'est constituée historiquement. Il y avait les Computer RPGs, il y avait les Japanese RPGs qui étaient sur console, et c'est un peu comme ça que l'histoire s'est bâtie. Dans les autres termes qu'on a retrouvés pour décrire les RPG, certains RPG, on a utilisé le mot Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, c'est vraiment les jeux qui mettent l'accent sur l'exploration d'un labyrinthe avec une vue perspective à la première personne, où on se déplace dans des cul-de-sac, on pivote à gauche, à droite, on avance, puis on cherche notre chemin dans cet environnement-là. Le Dungeon Crawler a été un peu le mode dominant du RPG sur ordinateur, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des jeux en monde ouvert, dans lesquels on ne faisait pas juste explorer des donjons et des labyrinthes, mais on pouvait marcher dans une forêt, explorer les contrées, les steppes, et ainsi de suite. Donc Dungeon Crawler est un mot qui a été utilisé, qui est un peu revenu à la mode aussi récemment. Au 21e siècle, il y a eu, comment ça s'appelle, Legend of Grimrock, qui se présentait comme un bon vieux dungeon crawler, comme dans le temps, ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que les étiquettes de genre peuvent être réutilisées par la suite, bien après leur mort, entre guillemets, c'est-à-dire après qu'ils sortent de la mode. Il y a aussi le cas du hack and slash. C'est un qualificatif qu'on a utilisé pour décrire un certain nombre de jeux de rôle aussi. Ça, c'est intéressant parce que hack and slash vient un peu du jeu de rôle sur table. C'est une manière de décrire des styles de campagne de jeu, de mode de jeu ou de groupe qui jouent d'une certaine manière, c'est-à-dire qui mettent l'accent sur les combats. Hack and slash, c'est tu rentres, tu bats les monstres, tu continues, tu passes au prochain monstre, et ainsi de suite. Il n'y a pas tant de scénarios développés ou de situations sociales, narratives, et ainsi de suite. En français, on a parlé de porte, monstre, trésor. C'est un peu une façon de décrire un type de jouabilité vraiment axé sur le combat et la succession de combats sans arrêt. Ensuite, le mot hack and slash, on l'a utilisé pour décrire thématiquement les jeux où effectivement on a des armes, puis on hack, puis on slash avec nos haches puis nos épées à travers des vagues d'ennemis. Effectivement, on l'a utilisé pour décrire des jeux d'action 3D qui n'ont finalement plus rien à voir avec le RPG de l'époque. Donc, c'est intéressant de voir comment le mot peut décrire des réalités différentes à travers des contextes historiques qui se succèdent. On va transitionner vers une autre pause musicale avec une autre pièce instrumentale composée par Winifred Phillips. En fait, elle a composé la trame sonore pour un remake du jeu Wizardry 1. Proving Grounds of the Mad Overlord, qui est sorti l'année dernière chez Digital Eclipse. Et Winifred Phillips, donc, a composé une trame sonore qui nous évoque tout à fait cet univers de fantasy médiéval qui correspond bien à ce monde-là. Elle a par ailleurs gagné un prix Grammy pour la meilleure trame sonore de jeux vidéo pour cette trame sonore de Wizardry 1. On va donc écouter cette pièce, Lord of the Castle.
va maintenant faire le portrait historique d'un autre genre qui a été demandé par Trent Faucon, qu'on salue, qui nous dit « L'évolution du genre jeu d'aventure. Plusieurs mutations et révolutions dans ce style éclectique au fil des courants. Ça serait intéressant que tu t'y penches, à moins que ce soit déjà fait. » Alors, je vais donner un bref aperçu que vous pourrez approfondir si vous vous tournez vers la thèse de doctorat faite par Jonathan Lessard, qui est aujourd'hui professeur à Concordia en design de jeu, mais qui a réalisé sa thèse sur l'histoire du jeu d'aventure sur ordinateur à l'Université de Montréal. Il avait été encadré par mon collègue Bernard Perron au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques. Alors, Jonathan Lessard, dans sa thèse, va s'intéresser aux jeux d'aventure sur ordinateur. La distinction est importante parce qu'il y a deux filiations derrière ce qu'on va finir par appeler jeux d'aventure. La filiation sur ordinateur commence en 1976 avec un jeu qui s'appelle Colossal Cave Adventure. Il y a plusieurs titres en fait, The Colossal Cave, The Cave, Cave Adventure, Adventure.exe. Tout ça, c'est des noms de variations du programme. C'est un logiciel qui est écrit par Will Crowther, qui est révisé par Don Woods, et ces gens-là travaillent dans des laboratoires de recherche aux États-Unis, dans des universités, et où il y a des ordinateurs. On est en 76, la micro-informatique domestique commence à peine. Ça va prendre quelques années avant vraiment que ça se répande et qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient un petit ordinateur personnel à la maison. Donc, un des vecteurs d'expérimentation, c'est ce milieu-là des laboratoires et des universités qui sont branchés, qui ont accès à des ordinateurs. L'essai au départ, c'est de faire un jeu d'exploration dans lequel on va explorer une caverne. C'est un peu ce que Will Crowther a en tête. Jonathan Lessard explique comment la spéléologie, l'exploration des cavernes, est un peu le bassin de référence, le module d'intérêt. À travers l'ordinateur, c'est un jeu qui se passe uniquement en texte. Donc, il y a une description textuelle qui apparaît à l'écran, puis là, on écrit « Go North »,« Enter Tunnel », des choses, c'est des commandes simples de ce genre-là. Et au fur et à mesure qu'on interagit, l'ordinateur nous répond avec du texte qui décrit les conséquences de nos actions. Le modèle qu'on imite, c'est un peu ce qui se passe dans les jeux de rôle comme Donjons et Dragons. Quand je joue à Donjons et Dragons, je narre mon action au maître de jeu en lui disant « Je ramasse l'objet ». Le maître de jeu va dire « OK, tu saisis l'objet, c'est une torche. Parfait, je l'allume. Maintenant que tu as la torche allumée, tu vois telle chose. » Donc, c'est exactement ce genre d'échange-là qui est mis en place par l'ordinateur en programmant d'avance des réponses et des interactions possibles. Don Crowther se concentre sur l'exploration d'une caverne. Don Woods, par après, va prendre le programme de Crowther puis ajouter des éléments de fantasy. L'inspiration de Tolkien, encore une fois, qui est présente. On voit vraiment que c'est cette convergence-là du milieu des geeks et donc fans de fantasy, de jeux de rôle et ainsi de suite, qui vont s'intéresser à l'ordinateur et à l'informatique. Donc, Don Woods va ajouter des éléments fantastiques. Un troll qui garde un pont, il faut lui donner une pièce d'or, des épées qu'il faut trouver, des obstacles, et ainsi de suite. À travers cette expérience-là, il y a une interaction avec l'ordinateur dans lequel on a l'impression d'explorer un environnement, poser des gestes et des actions, trouver des solutions à des problèmes, explorer, ramasser des objets, résoudre des puzzles. C'est ce qui va être imité par la suite par d'autres programmes réalisés par d'autres étudiants et d'autres gens dans le milieu des laboratoires de recherche. Et tranquillement, de ça va naître les premières fictions interactives. Le genre qu'on appelle aujourd'hui la fiction interactive, interactive fiction, va se mettre en place. Aujourd'hui, il y a encore des groupes dédiés à la fiction interactive, des moteurs de jeu conçus spécifiquement pour l'écriture de textes interactifs. Vous allez trouver ça, par exemple, avec le logiciel Twine, qui sert à fabriquer des récits interactifs. Et il y a des IF, Interactive Fiction, communautés en ligne qui vont vous permettre de télécharger des jeux et discuter des jeux, faire de la critique et ainsi de suite. À l'époque, la compagnie qui va rencontrer le plus de succès et avoir la plus grande pérennité dans ce domaine-là va être Infocom. Infocom va vraiment se spécialiser dans les jeux textuels. Tranquillement, les jeux textuels vont se raffiner. Les modalités d'interaction sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées. On a d'autres personnages qui viennent, on dialogue avec eux, ils nous répondent de façon cohérente, et ainsi de suite. Il va y avoir toute une variété de jeux qui vont explorer une variété de contextes, fantasy, détective, science-fiction, tout ça va être au programme. Il y aura même des collaborations célèbres avec des grands auteurs.
On pense notamment à Douglas Adams, l'auteur de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide de l'autostoppeur galactique. Je me souviens pas de la traduction, je pense que c'est le routeur galactique dans la première version, enfin, peu importe. Donc, lui, par exemple, va créer un jeu de fiction interactive qui va s'appeler Bureaucracy, dans lequel il va aussi d'ailleurs réaliser l'adaptation en jeu vidéo de fiction interactive de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dans son jeu Bureaucracy, il faut naviguer dans la maison des fous d'Astérix, essentiellement, pour trouver des formulaires puis passer dans des procédures bureaucratiques. Et il n'y a aucune façon de gagner le jeu, finalement. On est toujours coincé dans la bureaucratie puis il n'y a aucune solution qui est possible de trouver. C'est de l'humour vraiment tout à fait typique de Douglas Adams. La première évolution de la fiction interactive qui est décrite par Jonathan Lessard dans sa thèse, c'est le tournant narratif. Le tournant narratif, c'est l'idée qu'on dépasse la situation d'exploration de l'espace et de résolution de puzzles. Quand on joue à Adventure, on ramasse des objets, on utilise les objets aux bons endroits, mais il n'y a pas tellement de lignes narratives, d'intrigues, de développement très fort. C'est vraiment des situations de problèmes et on passe d'un problème à l'autre pour se rendre à la fin en récoltant le trésor perdu ou quelque chose comme ça. Prétexte narratif très simple, mais on n'est pas dans une expérience narrative impliquante et impliquée, qui nous intrigue, qui nous fait quelque chose, qui nous pose du suspense. Le premier, donc, virage du genre du jeu d'aventure sur ordinateur, ça va être le tournant narratif, dans lequel les intrigues prennent de plus en plus de place. On est un personnage et on joue pour voir la suite de l'intrigue. La deuxième évolution du jeu d'aventure, ça va être le tournant graphique. Le tournant graphique va évidemment nous transporter en dehors du texte, mais c'est pas seulement d'illustrer. Il va y avoir une phase dans laquelle il va y avoir des fictions interactives textuelles, dans laquelle il y a des images qui apparaissent à l'écran, mais on tape encore du texte pour interagir en tapant des commandes qui vont être analysées par le logiciel. Rapidement, on va se déplacer vers des interfaces graphiques, et là, on promène maintenant la souris sur l'écran. C'est là qu'on arrive dans l'institutionnalisation de ce qui va devenir éventuellement le point and click. Au départ, on a des verbes au bas de l'écran, on clique sur le bon verbe, on clique sur le bon objet dans l'environnement, puis on fabrique des phrases, comme on faisait quand on tapait « look at object » ou par exemple « use stone on floor », des choses comme ça. On tapait ça textuellement. Maintenant, on va cliquer sur l'objet dans notre inventaire qui est la pierre. Ça va auto-compléter, auto-écrire pour nous « use stone ». Puis là, on va venir déposer la pierre sur le bon endroit dans la fenêtre graphique. Et on va voir la phrase qui s'écrit pour nous « use stone on floor ». On voit ça dans The Secret of Monkey Island, on voit ça dans Maniac Mansion, les jeux de Lucasfilm Games, qui va aussi faire des adaptations des franchises de George Lucas, donc adaptation de Indiana Jones en jeu vidéo. Beaucoup de jeux vont s'inscrire dans cette évolution-là. La série des King's Quest est la grande série de jeux d'aventure qui vont prendre le tournant graphique dès le départ et qui vont amener ça à son prochain stade d'évolution. Le prochain virage, le prochain tournant, ça va être le tournant ergonomique. Où est-ce que là, on va chercher à lisser toutes les frictions possibles. Maintenant, on pointe, mais on n'a plus à sélectionner parmi tout un paquet de verbes. On va juste pointer au bon endroit sur l'écran, puis notre personnage va faire ce qu'il a à faire avec ça. Jonathan Lessard décrit ça comme étant l'étape dans laquelle le genre va se figer finalement, avec une fascination pour le multimédia, l'arrivée du CD-ROM, des jeux comme The Seventh Guest, vont proposer des séquences vidéo filmées. Et là, c'est davantage les valeurs de production qui augmentent, mais la forme, l'architecture ludique se fossilise. Elle arrête d'évoluer, les jeux deviennent hyper standardisés. On pointe, on clique, on résout des puzzles, on ramasse des objets dans l'inventaire. Les King's Quest vont passer par là un peu, mais ils sont finalement un peu à la traîne. L'époque du multimédia va avoir The Seven Guests, et le jeu qui va cristalliser ça, c'est Myst. À partir de Myst, on a atteint un certain point de stagnation dans la formule. Les gens finissent par se désintéresser des jeux vidéo d'aventure graphique. Et il y a des composantes d'aventure, le sens de participer à un récit, un tournant narratif, le sens d'interagir avec un monde social, de résoudre des puzzles, de ramasser des objets, d'explorer des espaces. On va les retrouver dans à peu près tous les jeux d'action de base. Les jeux d'action vont proposer tout ce que les jeux d'aventure offraient qui leur était réservé et maintenant vont intégrer ces dimensions narratives d'exploration spatiale, de puzzle et ainsi de suite. Probablement que ça cause en partie l'essoufflement du genre du jeu d'aventure graphique. L'un des prolongements modernes qu'on peut trouver aux jeux d'aventure graphique, c'est ce qu'on va appeler les visual novels, les romans visuels.
qui sont des jeux Doki Doki Literature Club est peut-être l'un des plus connus parmi eux. Il y a la VNDB, si vous vous intéressez à ça, VNDB pour Visual Novel Database. Vous allez trouver quelque chose comme 59 000 visual novels publiés là-dessus, qui sont des jeux où on fait défiler beaucoup de textes, des descriptions, des dialogues, et les personnages apparaissent à l'écran sur des décors statiques, et on feuillette comme ça les pages de texte qui s'offrent à nous. À travers tout ça, on parle des jeux sur ordinateur. Maintenant, il y a aussi la branche des jeux d'aventure sur console. Cette branche-là arrive en 1979-1980. C'est le développement du jeu qui va s'appeler Adventure, tout simplement, qui va sortir sur l'Atari 2600, programmé par Warren Robinett. Warren Robinett est fasciné par le jeu Colossal Cave Adventure ou Advent.exe, qui va se répandre sur les ordinateurs personnels. Il veut faire une adaptation pour l'Atari 2600. L'Atari 2600 est une console de salon, elle n'a pas de mémoire, pour ainsi dire. C'est très difficile de penser à comment on pourrait adapter ça pour la manette d'Atari. C'est un joystick qui va dans 4 directions et un bouton. On ne peut pas taper du texte, donc évidemment, comment on fait pour explorer un espace, puis poser des actions, puis tout ça? C'est vraiment une adaptation très, très, très créative, là, très libre qu'il va devoir faire. Et il va se lancer dans cette adaptation-là. Le jeu Adventure sur Atari 2600 est un jeu multi-écran. Alors, on contrôle un carré qui se déplace sur une surface vaguement qui dessine des murs. C'est très, très abstrait, les graphismes d'Atari 2600. Et quand on sort de l'écran sur le côté droit, on se retrouve sur un nouvel espace en arrivant par la gauche. Donc, on interprète ça comme étant la continuité de l'espace qui se prolonge au-delà de l'écran. Et juste ça, c'est comme déjà quelque chose. Puis là, on va ramasser des objets, puis ces objets-là, on doit les utiliser au bon endroit. Alors, on peut se faire attaquer par un dragon, il faut avoir la lance qu'on va traîner avec nous. On doit trouver une clé pour ouvrir une porte fermée. Le jeu est très simple, très rudimentaire, mais il réussit déjà à mettre de l'avant l'idée que l'espace doit être navigué, exploré, traversé. C'était pas quelque chose qu'on voyait dans les jeux d'Atari 2600, qui étaient des jeux d'action, dans lesquels l'espace était donné, fixe, statique sur un écran. L'espace était une arène dans laquelle on allait se battre ou faire une course ou quelque chose comme ça. Là, maintenant, on doit explorer l'espace, trouver des objets, avoir le bon objet au bon endroit pour résoudre la situation problématique, passer de l'autre côté du puzzle. C'est ce qui va devenir finalement la racine du jeu d'aventure sur console, qu'on va voir ensuite exploité dans des jeux comme The Legend of Zelda. Ça va être le jeu d'action-aventure. On va appeler ça action-aventure, on va appeler ça aventure. La distinction n'est pas si claire que ça, mais il y a dans l'idée d'aventure, l'idée d'un récit, d'une progression à travers une intrigue plus ou moins bien formée. Pour faire un récapitulatif, qu'est-ce que c'est finalement des genres de jeux vidéo? Les genres, c'est quelque chose qui naît d'un consensus culturel commun. Consensus, ça veut pas dire unanimité, mais je peux quand même pas, moi seul, proclamer qu'un nouveau genre existe. Je peux le dire si je veux, mais si personne me suit, ça n'existera pas. Je pense au commentaire de Viande Poule qui dit « Quel avenir envisages-tu pour les Strand-type games? » Donc, il peut bien, lui, donner un nom au jeu qui ressemble à Death Stranding, mais ce sera pas suffisant pour faire un genre si personne ne réutilise ce nom-là par la suite. Le genre, c'est pas une manière de dire de façon autoritaire « Ce jeu-là est un jeu de plateforme. » Fin de la discussion. Au contraire, le genre, c'est une invitation à discuter. Le genre, c'est un tremplin. Moi, je pense que c'est un jeu de plateforme. Ah ouais? Moi, je pense que c'est un Metroidvania. Ah, explique-moi ce que tu veux dire par là. Pourquoi, pour toi, c'est un jeu qui ressemble à un Metroidvania? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te fait penser à ça? Le genre, c'est une invitation à la discussion. Ça, c'est l'une des fonctions du genre, et c'est peut-être la plus importante à mon avis, c'est la fonction de communication. Ça se passe au niveau de la réception. Au niveau de la production, le genre a aussi une fonction d'inspiration. Je vois un jeu super intéressant, j'ai le goût de faire la même chose mais en mieux, ou de mélanger deux genres de jeux, ou d'innover à l'intérieur d'un genre, je m'inscris dans la suite de ce jeu-là, je m'en inspire. Il y a un cycle de production des œuvres de genre. Il y a une œuvre innovatrice qui propose quelque chose de nouveau, mais parfois l'innovation est mal calibrée, c'est radical, c'est une bonne idée, mais c'est mal fait. Ensuite, dans la vie du genre, d'autres reprennent l'innovation, voient le potentiel, le développent, mais en mieux. On arrive à une œuvre qui réussit, qui fait bien le travail. Ça, c'est l'œuvre paradigmatique. Une fois que le paradigme est en place, il y a plein de gens qui vont copier, imiter, faire des variations là-dessus. Et à un moment donné, on arrive au point ultime du genre, l'œuvre qui va devenir le point d'apogée de ce genre-là, ce qui relance la nécessité d'aller expérimenter, d'essayer autre chose. Ça, c'est dans la production.
Le genre peut aussi jouer une fonction de formatage. On veut s'inscrire dans un genre connu pour exploiter un marché, un filon, assurer de la rentabilité. Le genre est aussi utilisé dans le monde de la distribution des jeux. Les places de marché comme Steam par exemple vont essayer de regrouper les jeux en catégories. Ils vont donc nommer des étiquettes de genre pour nous aider à nous orienter là-dedans. Et il y a toute une réflexion à avoir sur les tags. Maintenant que les gens peuvent mettre leurs propres étiquettes de genre sur des jeux, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi le futur des genres? C'est une question qui a été posée par Régis Attila, qui est une excellente question, qui est vraiment substantielle. Il faudra y revenir dans un épisode futur. Le genre nous permet enfin de réguler nos attentes. Quand je commence à jouer à un jeu, parce qu'on me l'a décrit, soit par les créateurs, soit par la distribution qui l'a mis dans une boîte, soit par les gens qui m'en ont parlé avant, parce qu'on me l'a décrit comme étant un shooter, je me lance là-dedans en pensant que c'est un shooter, je suis attentif à certaines portions du jeu. Puis je fais un certain genre d'inférence aussi. Donc ça, c'est une méthode d'appropriation et de navigation des jeux que j'ai décrite dans ma thèse de doctorat comme étant la pragmatique des effets génériques. Quand je suis face à un objet, je vois toutes sortes d'amorces qui m'invitent ou qui confirment ou qui infirment ma lecture de ce jeu-là et qui me demandent de réorienter possiblement mes attentes. Donc le genre, ça sert à toutes ces fonctions-là en même temps et c'est quelque chose qui va toujours rester flou, toujours rester imprécis. Les genres, c'est fait pour nous faire parler, pour nous faire réfléchir. Dans le contexte d'interactivité du jeu vidéo, le genre agit comme un facilitateur d'expérience, un répertoire de stratégies et d'expériences passées. La compétence générique que j'ai, qui me vient de mon savoir des autres jeux du genre, ça me permet d'accéder à l'expérience esthétique. Ça veut dire quoi ça, l'expérience esthétique? Le fait d'apprécier ce qui fait la singularité du jeu dans son genre. À quel point ce jeu-là est en accord ou au contraire en écart avec le noyau prototypique du genre. Alors, c'est une invitation bien cordiale. Continuons à utiliser les genres pour structurer nos discours autour du jeu vidéo. Continuons surtout à parler de jeux vidéo en utilisant les genres. Ne nous bornons pas dans nos discussions, célébrons les désaccords et ayons des conversations productives sur ce que c'est le jeu vidéo. Ici Dominique Arsenault pour la Grande Ludothèque. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'antenne.